si aujourd'hui on parlait de la blessure de trahison? Ça vous dit? Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Dans la suite de la blessure de l'injustice, je vous propose en second volet d'aller faire un tour du côté de la blessure de trahison. Elle est pas mal celle-là. Et elle est bien douloureuse, n'est-ce pas? On donne toute sa confiance à quelqu'un, ou en une institution, ou encore en une croyance. Et résultat, on se prend un coup de poignard dans le dos. Voilà ce qu'est la blessure de trahison. Oui, mais voilà, dans tout ce qui nous arrive de fâcheux, il faut qu'il y ait au moins 2 participants. Et dans la blessure de trahison, il y a un 3e participant. C'est en cela que cette blessure est un petit peu particulière, un petit peu à part des autres. La blessure de trahison ne peut donc avoir lieu que si d'un côté, il y a une personne trop naïve, trop confiante, et qui manque franchement de discernement. Premier point de cette triangulation. Deuxième point, en face, il va y avoir quelqu'un ou quelque chose, comme une institution par exemple, qui jouit d'une réputation, d'une force, d'une assise. Le genre de truc à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, voyez ? Mais tout ceci n'est qu'apparence. En réalité, ce deuxième point de la triangulation concerne une personne ou une entité, une structure, dépourvue de fondations solides, dépourvue de loyauté, qui a plus à perdre en honorant la confiance qu'on lui a faite qu'en la trahissant. Si c'est une personne qui trahit, alors c'est une personne qui est dominée par ses peurs ou dominée par ses dépendances. Bien sûr qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de confier quoi que ce soit à ce genre de personne. Dans le cas de quelque chose de plus conceptuel, comme une croyance ou une administration par exemple, il y a aussi un conflit d'intérêts entre les attentes du confident et les objectifs réels de cette entité ou de cette croyance. Par exemple, vous confiez votre argent à une banque, vous créez de fait ce conflit d'intérêts. Les banques sont motivées par le profit, uniquement le profit, et vous lui confiez directement ce qu'elles recherchent, tout en lui demandant de jouer les coffres-forts et les chiens de garde. Ça n'est pas compatible. Vous serez trahi d'une manière ou d'une autre. Un autre exemple de conflit? Par un bulletin de vote, vous avez la naïveté de confier votre pouvoir à des représentants idéologiques. Mais la représentation idéologique est loin d'être la vérité, loin d'être la réelle motivation de ce candidat ou de ce parti. Vous vous ferez trahir, obligatoirement. La sincérité ne peut exister en politique. C'est impossible. Alors dans mon histoire de trahison, j'ai parlé d'une triangulation, d'un 3e point. Quel est-il? Eh bien il s'agit de ce qu'on peut appeler une énergie tierce, et plus précisément de l'objet de la tentation. Votre époux ou votre épouse vous a trahi, vous a trompé? Sans énergie tierce, c'était pas possible. L'énergie tierce, c'est l'objet de la tentation, la forme de la tentation. Le traître, ou la traîtresse, c'est le personnage qui cède à la tentation. Il n'est pas en capacité d'être loyal et fidèle à son image, à ses promesses, au statut qu'il est censé tenir. Pour X ou Y raison, il n'en est pas capable. Donc ce n'est pas la peine ni de lui demander, ni d'être en attente de cela, venant de sa part. Le traître, c'est le Judas de l'histoire. L'objet de la tentation, il peut être multiple. Car il est vrai que sur Terre, il y a énormément de tentations, énormément de pression, énormément d'influence, de peur et de dépendance, tout autant que de raisons de trahir. Comme d'habitude, les premières trahisons arrivent dans le foyer familial, lorsque l'on est enfant. On peut autant les subir que les voir et que les prendre comme modèle. Papa qui trompe maman, ou inversement, c'est un traumatisme pour l'enfant. Maman qui promet et qui se reprend après parce que papa a dit non, c'est aussi une trahison pour un enfant. On confie des secrets à papy, qui va le répéter à toute la famille, eh bien c'est encore une trahison. On est un enfant illégitime, tout le monde est au courant dans la famille, sauf nous. Le jour où on le découvre, c'est une trahison. Plus tard, la blessure de trahison va se reproduire, se rejouer, et se rejouer encore de plus en plus fort et de plus en plus violemment, jusqu'à ce que l'on s'occupe de guérir sa blessure et que l'on adopte le positionnement adéquat pour ne plus l'engendrer, ne plus la subir. Pour la guérison, c'est la même chose que pour la blessure d'injustice et que pour toutes les autres blessures. Il s'agit de travailler sur le pardon. Si vous avez réagi en tant que bourreau, le bourreau c'est celui qui va se venger de la trahison qu'il a subie, mais en général, pas sur la bonne personne. Et si l'on a réagi en tant que victime, alors le travail se portera plus sur le fait d'ouvrir un peu les yeux et d'être moins naïf, d'être un peu plus curieux pour comprendre comment l'ego fonctionne. Mais c'est avant tout dans ce cas-là un travail sur les peurs qu'il convient de faire. Quant au positionnement sauveur, il va falloir penser les blessures. Arrêter d'être trop loyal envers les autres et pas assez envers soi-même. Il s'agit là essentiellement d'un travail de déculpabilisation. Le sauveur égotique est souvent une ancienne victime qui se culpabilise. Et puis encore et toujours le travail sur le transgénérationnel. Ça c'est important. Ça n'est pas visible, mais ça existe vraiment. Et ça vous plombe vraiment la vie. Parce que vous revivez des épisodes qu'ont vécu vos ancêtres, mais pendant ce temps-là,
vous ne vivez pas votre vie. Et pour terminer, on enchaîne avec un entraînement à la résilience. Ni bourreau, ni victime, ni sauveur face à la trahison. Si on est trahi, je ne veux pas dire que c'est de notre faute, ça n'est pas ça. Mais si on est trahi, c'est qu'il y a une part de nous qui était trop naïve, ou dans le déni d'une réalité, ou encore dans l'erreur d'une fausse croyance. Si l'on trahit trop facilement, trop fréquemment, eh bien c'est qu'il y a des peurs en nous qui nous dominent. Donc il faut les affronter, il faut les traverser. Il n'y a pas d'autre chemin pour les peurs. C'est idem pour les dépendances. Une dépendance peut faire de vous un traître en puissance. Dépendance affective, dépendance financière, dépendance à des substances, dépendance à la bagatelle, à la séduction, dépendance au pouvoir. C'est à chacun de faire son état des lieux. Enfin, tout ça, c'est pour dire qu'en résilience, on adopte une autre posture. On n'a plus envie de subir des trahisons, on n'a pas non plus envie de trahir quoi que ce soit ou qui que ce soit, et on n'a pas envie de jouer les confidents et les Kleenex pour ceux qui provoquent les trahisons et qui viennent pleurer après dans vos jupons. Alors comment on s'y prend pour être résilient face à la trahison et pour demeurer bien solidement dans cette posture ? La première chose est évidente, on ne donne pas sa confiance comme ça. On ne regarde pas les apparences, on n'écoute pas les blablas, on s'intéresse aux faits et aux actes concrets. Oui, encore une fois, la résilience, c'est quelque chose de très pragmatique. Ne pas donner sa confiance facilement, ça n'est pas non plus devenir paranoïaque et n'avoir plus confiance ni en rien ni en personne. Mais c'est simplement faire les choses avec intelligence. Si vous avez envie de voir si vous pouvez faire confiance, vous donnez un tout petit peu. Rien d'important, rien d'essentiel pour vous, mais ça vous permettra de voir les faits, de savoir exactement où vous mettez les pieds, et surtout, de n'avoir aucune attente particulière. Et puis c'est aussi ne pas promettre, ne pas s'engager là où on sait qu'on ne tiendra pas l'engagement, même si ça risque de ne pas faire plaisir. C'est comme ça. Mieux vaut être sincère et authentique, dire la vérité, plutôt que de mettre les gens dans des attentes et des fausses croyances vis-à-vis de vous. Une promesse, un vœu, un contrat, un pacte, ce sont des choses qui peuvent vous poursuivre très longtemps. Ainsi, on se garde au maximum de faire ce genre de choses. Non pas parce que l'on ne se fait pas confiance, mais parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas de quelle façon on va évoluer, et on ne connaît pas non plus à l'avance les changements qui vont s'opérer en nous-mêmes. Et on change, on évolue, tout le temps. C'est le propre de la vie. Un véritable engagement, qu'il soit d'amour, d'amitié, de foi ou d'une simple action, n'a pas besoin d'un papier ou d'une campagne de persuasion, de promesses ou de justification. Il est concrétisé directement dans les actes. Alors avant de terminer, dernier petit point. Comment fait-on lorsque l'on est résilient dans ce monde de l'ego, parmi nos semblables qui sont dans l'ego et qui portent en eux la trahison ? Parce que eux, vis-à-vis de nous, vont continuer à essayer de recueillir notre confiance et nos confidences pour nous trahir par derrière. Ils vont continuer à faire semblant d'être nos amis, vont continuer à nous faire des promesses, vont continuer à nous mentir, vont continuer à jouer des doubles jeux avec nous et vont continuer à dénoncer un tel et un tel qui, selon eux, nous ont trahis. Vous savez, l'ego cherche toujours la réaction égotique. Eh ben, j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux si on fréquente encore des gens comme ça, des gens qui portent la blessure de trahison, parce que ça nous permet de savoir où on en est nous-mêmes vis-à-vis de cette blessure. Savoir si on a bien compris de quoi il en retournait. Savoir qui a des peurs et quelles peurs. Qui a telle ou telle dépendance. Quelles sont les véritables intentions d'un tel ou d'un tel. Savoir aussi si on est assez solide pour maintenir notre posture de résilient. Les traîtres sont d'une aide précieuse pour nous faire travailler la confiance en nous, notre assise et notre lucidité. Et si on prend les choses de cette façon-là, alors tout va bien. On ne peut plus se sentir trahi, ni trahir qui que ce soit d'ailleurs. Et on ne peut plus en vouloir à personne. C'est plutôt pas mal la résilience. Bon allez, on se retrouve au prochain podcast.